Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 29 juillet 2017. Nous vous l'annoncions déjà hier dans notre édition. El Hadj Hima Adamou, dit Dama Dama, un des tout premiers journalistes nigériens de la place, s'est donc éteint hier vendredi à l'âge de 84 ans. Il a passé toute sa carrière professionnelle à servir l'Office de radiodiffusion et de télévision du Niger, l'ORTN. Il est également acteur culturel pour avoir joué dans plusieurs pièces théâtrales au niveau de cet office. Hima Adamou, dit Dama Dama, s'est donc éteint. Il a récemment été, comme vous le savez, nommé Zaromé au niveau du sultanat de Dosso. Cet après-midi, il a été porté en terre. Il a été accompagné pour ce faire par ses parents, amis et connaissances, en présence de nos reporters Salou Domi et Nasser Dantofo. Ils sont nombreux, parents, amis, connaissances et collègues du défunt Hima Adamou, dit Dama Dama, à l'accompagner à sa dernière demeure séjour samedi 29 juillet. Décédé vendredi dernier à l'âge de 84 ans, Hima Adamou, vétéran de la presse nigérienne et homme de culture, a marqué son passage d'un encre indélébile partout où il a passé, comme en témoignent ces quelques personnes qui l'ont connu de son vivant. Je suis arrivé à l'ORTN en 1964 et j'ai trouvé déjà Hima devant moi. Ensuite, nous avons évolué ensemble dans notre formation à l'extérieur comme dans notre formation et travail à l'ORTN. J'ai connu Hima dans plusieurs situations, souvent difficiles, et dans des situations aussi souvent très agréables. Hima, c'est un grand travailleur. La mort l'a pris. Elle va nous prendre aussi. Et nous le respectons. Nous l'avons aimé. Et que la terre lui soit légère. Il était véritablement au service de l'information de son public. Ça, c'est la première chose qui m'aura marqué. C'est son humilité. Une humilité marquée par sa mise à disposition de son public. Parce que le professionnel de la communication, le professionnel de l'information, ça c'est la valeur fondamentale numéro 8, est au service exclusif de son public. Il n'est pas à son service. Il est au service exclusif de son public. Et Hima Dama s'est mis au service exclusif de son public. La grande famille de la presse nigérienne et la nation nigérienne tout entière vient de perdre un de ses illustres membres, la personne de M. Hima Adamou, dit Dama Dama. De son vivant, il a été un très grand journaliste, un très grand communicateur, doté d'un sens inné de la persuasion et quand il s'adresse au public. C'est un travailleur infatigable et jusqu'à son dernier souffle, il est resté journaliste. Ainsi en a décidé Dieu le Tout-Puissant. Hima Adamou repose en paix. À ses parents, amis, connaissances et collègues de continuer de prier pour cet illustre homme de médias et promoteur de la radio Souda, une des toutes premières radios privées du Niger. Voilà, le directeur général et l'ensemble du personnel du groupe de presse Labari présentent à sa famille éplorée leurs condoléances les plus attristées. Que son âme repose en paix. Amin. La paix, justement, sa consolidation, notamment, c'est l'objectif que visent depuis quelque temps les différents comités de dialogue interreligieux au niveau de la ville de Niamey, dans les différents arrondissements communaux notamment. Les comités de dialogue interreligieux sont des structures mises en place par l'État et ses partenaires au lendemain des événements des 16 et 17 janvier 2015, comme vous le savez, qui sont communément plutôt appelés les événements anti-Charlie. C'est ainsi donc que ces comités de dialogue interreligieux au niveau des différents arrondissements communaux mènent des activités de sensibilisation sur le rôle de la femme et de la jeunesse dans la consolidation de la paix. Je vous propose de suivre le résumé de l'activité organisée d'abord au niveau du premier arrondissement communal de la ville de Niamey par le comité du dialogue interreligieux dans ce résumé de Chebou Guisso et Hariata Salah.
Dans la recherche de la consolidation de la paix au Niger, le comité de dialogue inter- et intra-religieux continue des actions de sensibilisation à travers des conférences et débats dans les différents arrondissements communaux sur le thème « Rôle de la femme et des jeunes dans la consolidation de la paix ». Le président du comité de dialogue inter- et intra-religieux du premier arrondissement a justifié le choix de ce thème. La femme est la sœur, la mère, j'allais dire, elle a une place prépondérante dans la société en général. La femme, si vraiment elle joue un bon rôle, dans le foyer il y aura la paix, en dehors même de la famille, dans la société il y aura la paix. C'est pour cela que nous avons choisi le thème du rôle de la femme. Si vraiment elle est bien instruite, nous allons, Inch'Allah, dans peu de temps, renforcer leur capacité pour qu'elles jouent à mieux leur rôle pour la consolidation de la paix. L'un des conférenciers, Soumana Hamidou, a dans son exposé sortir les qualités de la femme pour la consolidation de la paix. La femme doit chercher, car vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand elle a le savoir qu'elle peut bien se comporter et éviter le conflit. Aussi, le savoir permet à la femme de saisir le sens de la religion, de la vie et dépasser tout ce qui conduit au conflit. Nous avons tous vu que nos sœurs, nos mères, nos petites sœurs sont effectivement toujours aux côtés des enfants pour apporter effectivement des informations pour les guider, pour les amener à mieux vivre. Les femmes et les jeunes présents à cette conférence débat seront outillés davantage pour l'instauration d'un climat de paix à travers l'éducation. Le même type d'activité a été organisé par le comité de dialogue interreligieux au niveau du 2e arrondissement communal de la ville de Niamey. Retrouvons cette fois-ci Halidou Bourema et Nafisa Zakou pour le résumé. La présente rencontre sur le rôle de la femme et des jeunes dans la consolidation de la paix, organisée par le comité de dialogue inter- et intra-religieux, c'est dire à l'endroit des jeunes et des femmes de la commune de Niamey, vise à renforcer et à consolider la paix au Niger. L'objet de cette rencontre, c'est, comme nous avons l'habitude de faire, le comité de dialogue intra-religieux de la région de Niamey procède au renforcement des capacités des membres des CEDIR qui sont installés dans les 5 communes. Nous avons des comités de dialogue interreligieux au niveau communal. À la même occasion, sensibiliser les responsables aussi bien et les personnes de ces arrondissements sur tout la paix, qui est un élément très important pour le développement d'un pays. Sans paix, donc c'est pour cela que nous attirons l'attention des gens et des autres de consolider, surtout de tout faire pour que cette paix que nous avons perdure et qu'elle soit toujours dans l'esprit de tout un chacun pour la consolidation de la paix, car nous voyons ce qui se passe autour de nous, que Dieu nous préserve de cela. Des communications sur le thème seront faites par les musulmans et les chrétiens. Une rencontre où nous allons débattre et chacun aura à donner son point de vue et des recommandations qui seront ici seront transmises aux nos autorités
qui sont responsables, à eux qui sont chargés de planifier la politique du gouvernement et surtout pour le bien-être de chaque citoyen. Dans son intervention en langue nationale, le secrétaire général du 2e arrondissement communal a salué cette initiative du CEDIR tout en réaffirmant leur engagement à les accompagner. Il faut noter que cette rencontre durera une journée. Au niveau du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, la même conférence sur la thématique du rôle des femmes et des jeunes pour la consolidation de la paix a été organisée. Elle nous est résumée cette fois-ci par Ibrahim Abdou et Nafissa Yahaya. Consolider la paix à travers la femme et la jeune fille, actrice principale de l'éducation sociale, tel est l'objectif visé par le comité du dialogue interreligieux CEDIR de l'arrondissement communal Niamey 5 en organisant cette conférence débat. L'objectif de cette conférence, c'est pour réunir les femmes et les jeunes pour faire passer le message de la paix, car on ne peut pas construire la paix uniquement avec les hommes. Il faut la paix, c'est la communauté totale. On ne peut pas construire la paix sans les femmes, sans les jeunes, parce que la paix, le but de la paix dépend des jeunes et des femmes. Les femmes jouent le rôle de la paix dans la famille. C'est eux qui aident leur mari à bien véhiculer le message à travers l'éducation des enfants, le foyer, à travers corriger les erreurs qui se passent dans les familles, éviter les conflits. À travers les jeunes, on a la capacité de bien véhiculer le message dans la société, dans les établissements, dans les rues, dans les lieux publics. Présent à ces échanges, un des membres du CEDIR régional n'a pas manqué de rappeler le rôle que joue la femme et la jeune fille dans le renforcement de la paix. D'où le choix de ces thèmes. Nous avons choisi ce thème parce que nous avons compris que pour que les choses avancent, pour que les choses vraiment aillent bien, il faut impliquer les femmes et la jeunesse. Parce que les femmes et les jeunes constituent en tout cas la majorité de la population nigérienne. Et on ne peut pas faire aujourd'hui quelque chose sans les femmes, on ne peut pas faire quelque chose sans les jeunes. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, les jeunes sont les fers de lance, n'est-ce pas, de tout développement humain. Donc c'est indéniable que la jeunesse doit être impliquée vraiment dans la gestion de la chose politique. Si on les écarte, je crois que c'est ça qui crée aujourd'hui beaucoup de problèmes que nous sommes en train de voir. Le problème de Boko Haram, le problème de la délinquance juvénile, tout ça n'est rien d'autre que la résultante vraiment des jeunes qui ont été mal enseignés, mal éduqués et qui sont en train de vivre comme des animaux. La paix, facteur clé de développement d'un pays, ne laisse indifférente aucune couche sociale de notre pays, d'où la nécessité de la préserver. En rapport toujours avec la promotion de la paix, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, le REPAD Niger, a bénéficié d'un financement de l'UNICRI pour piloter un projet sous-régional dans 3 pays, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso, pour promouvoir la paix, notamment en atténuant les conflits, mais aussi l'extrémisme violent. Le lancement du projet a eu lieu ce matin. C'est en présence de nos reporters Chebou Guisso et Nafissa Yahaya. Promouvoir la paix et atténuer les conflits à travers les médias, la culture et le sport, renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent, tels sont entre autres les objectifs de cet important projet d'appui à l'atténuation des conflits et de la promotion de la paix au Sahel. Cet extrémisme violent, malheureusement, est extrêmement présent dans cette zone du Sahel et même du Maghreb. Et d'ailleurs, l'UNICRI travaille dans les 2 zones, à la fois au Sahel et au Maghreb, pour faire face à cette menace qui, jusqu'à présent, n'est pas du tout contenue. Je dirais que cette menace, le combat contre cette menace prend plusieurs formes et ne peut pas être limité à quelques formes spécifiques. Ça a un aspect religieux, je tiens à le dire, ça a un aspect social, ça a un aspect économique, ça a un aspect politique, ça a un aspect sécuritaire. Et donc toute lutte qui combat l'exclusion, la marginalisation,
peut conduire effectivement à limiter ce phénomène. Et c'est pourquoi nous nous félicitons que l'association ici s'intéresse plus particulièrement à la jeunesse et aux femmes comme acteurs extrêmement importants et inévitables dans cette lutte contre l'extrémisme violent. Pour atteindre les objectifs, le projet REPAD entend mettre en œuvre les activités suivantes. Réalisation et diffusion sur les médias dans les 3 pays d'une pièce théâtrale sur comment les citoyens et les populations des zones affectées par le conflit peuvent collaborer avec les FDS et contribuer à la lutte contre le terrorisme et la transition des conflits. Organisation au Niger d'un tournoi national de football entre acteurs politiques, médias et organisations de la société civile OSC. Formation à Ouagadougou des membres de la société civile, des médias, des organismes, des organisations des jeunes de 3 pays sur la cybercriminalité et l'utilisation des TIC contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Une campagne de sensibilisation à travers l'organisation de conférences dont une à Gao au Mali, une à Ouagadougou au Burkina Faso, une à Bani Bangou et 6 au siège du REPAD Niger. Une envergure sous-régionale, le projet d'appui à l'atténuation des conflits et de la promotion de la paix au Sahel intervient déjà dans 2 pays. Burkina Faso, Mali et le Niger aujourd'hui. Et puis la synergie d'action cause Niger-Sinaseb a organisé ce matin dans les artères de la capitale Niamey une manifestation publique partie de la place Toumo. Les militants des syndicats du secteur de l'enseignement du Niger se sont retrouvés au niveau de la place de la concertation pour un meeting avec pour objectif de dénoncer la situation dégradante dans laquelle végète le système éducatif nigérien. Le résumé avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Ismaël Moumouni. C'est sous la canicule et muni des rubans rouges au cou, symbole de la révolution, que les enseignants de la synergie d'action cause Niger-Sinaseb ont battu le pavé de la place Toumo à la place de la concertation pour dénoncer la situation déplorable dans laquelle végète l'école publique nigérienne. Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas continuer à observer que le gouvernement nigérien continue à violer la loi, continue à violer le statut de la fonction publique, continue à maltraiter les enseignants et à empêcher aux enfants des pauvres d'aller à l'école. Voilà pourquoi nous avons dit nous allons sortir, malgré toutes les menaces, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, nous avons estimé qu'il est temps pour nous de sortir pour dénoncer toutes ces dérives-là, mais également pour interpeller le gouvernement nigérien à revenir sur la légalité, à restaurer la légalité de le secteur éducatif, à permettre aux enfants des pauvres de retourner à l'école, à respecter le corps enseignant et à respecter l'école qui leur a tout donné. Moukela Halidou a dressé le bilan des exactions subies par leurs militants pour leur refus catégorique de participer aux évaluations du 15 et 16 juillet dernier. L'objectif de cette manifestation de ce matin, c'est d'abord pour nous, responsables de la synergie, de dénoncer la brutalité policière exercée sur nos camarades lors de l'organisation de l'évaluation illégale qu'avait voulu forcer le ministre de l'enseignement primaire Marté. Une répression qui a fait un bilan lourd avec 77 interpellations, 43 camarades placés dans les différentes prisons du Niger avec plusieurs blessés, dont 3 graves. Nous avions également enregistré, après cette barbarie, le décès d'un de nos camarades qui, juste après sa libération, a trouvé la mort de suite d'un accident. La synergie d'action cause Niger-Sinaseb s'est dit déterminée à barrer la route à tout ennemi de l'école publique et par ailleurs demande à tous leurs militants et sympathisants d'être unis et solidaires pour un éventuel mort d'ordre. Restant toujours dans le secteur éducatif, comme elle a l'habitude de l'organiser, la structure des étudiants du département de Bankilare a prévu cette année aussi, pendant ses congés, d'administrer des cours pendant les vacances aux élèves de ce département. Seulement cette année, les autorités locales ont interdit la tenue de ces cours de vacances pour des raisons de sécurité. Vous le savez, le département de Bankilare est sous état d'urgence. La décision est née bien évidemment pas du goût de la structure qui a tenu à la dénoncer. Le résumé avec Chebou Kisso et Asmaou Seydou.
Il est une tradition pour les étudiants pendant les vacances d'organiser des activités dites de vacances dans les différentes localités du pays. Cette année, ces activités de vacances, à savoir cours de vacances, conférences et sensibilisation, n'auront pas lieu à Bankilare pour des raisons sécuritaires. Des raisons qui ne tiennent pas selon la structure des vacances de Bankilare. Pourquoi refuser à des étudiants non armés de tenir des activités de sensibilisation et des cours de vacances sous le fallacieux prétexte de l'état d'urgence? En quoi sensibiliser la population si sa collaboration avec les forces de défense et de sécurité constitue une menace à la sécurité locale? Pour nous, les réponses à ces questions sont à rechercher ailleurs. Sinon, comment comprendre que pendant qu'on parle de l'état d'urgence à Bankilare, des individus vendent nuitamment des vivres appartenant aux populations vulnérables? Devant cette situation, les signataires de cette déclaration pointent du doigt le préfet de Bankilare. Il ressort clairement de l'attitude et de l'arrogance du préfet de Bankilare qu'il est au service exclusif de Al-Momin, chef de groupement, et de sa famille. Nous rappelons à ces derniers que la démocratie nigérienne a été chèrement acquise par de hautes luttes et ne saurait être appliquée de manière partielle sur le territoire du Niger. La structure des vacances de Bankilare dénonce l'arnaque, l'escroquerie, la marginalisation, l'intimidation, l'usurpation du titre sont les mots qui caractérisent la vie de la population de Bankilare, avec la complicité du chef de groupement via l'administration. En tant que défenseurs de l'état de droit, nous nous insurgeons et condamnons ce traitement inhumain et dégradant réservé à nos parents. Enfin, la structure de vacances de Bankilare demande au président de la République et aux organisations de défense des droits de l'homme de porter un œil regardant sur ce qui se passe dans ce département. Aujourd'hui, 29 juillet, c'est la 26e année que se tenait la conférence nationale souveraine du Niger. Elle se tenait, comme vous le savez, elle s'est ouverte plutôt le 29 juillet 1991, 26 ans après. Que retenir les principaux acquis de cette grande messe nationale? Élément de réponse dans ce commentaire de Hassan Saleh Mustafa. La conférence nationale souveraine a accouché de l'avènement de la démocratie au Niger avec le multipartisme. Du seul parti, le MNSD Nassara, le pays se retrouve avec plusieurs formations politiques. Les résultats escomptés au sortir de cette grande messe sont loin d'être satisfaisants. Le Niger se retrouve toujours dans l'abîme du fait du comportement des hommes politiques. Ces acteurs politiques qui visiblement privilégient leurs intérêts au détriment de ceux du pays ont malheureusement engendré l'interruption répétitive du processus démocratique. 3 coups d'État militaires en un quart de siècle. Plusieurs régimes se sont succédés, les uns plus critiqués que les autres, caractérisés par la mauvaise gouvernance, l'impunité, l'injustice, le détournement des biens publics, la corruption, bref, des mots qui sont à la base du bouleversement sans précédent de notre cher grand pays, le Niger, qui a connu cette république de 1960 à 2016. Sous le régime de la 7e République, la situation du pays n'est pas encore reluisante, malgré les efforts tant chantés consentis par le président Issoufou et son équipe. Le front social est en effervescence, les visages sont crispés dans les différents secteurs sociaux de base, les revendications tombent de partout, les contestations populaires, le tout amplifié par la morosité économique qui complique davantage le quotidien des Nigériens qui se plaignent de la cherté ambiante de la vie. Pourtant, Dieu a doté le Niger d'importantes ressources naturelles, notamment le pétrole, l'uranium, l'or, qui sont activement exploités, mais du fait de la mauvaise gestion, de la corruption, de l'injustice, le peu de ressources que génèrent ces secteurs sont utilisés à d'autres fins, laissant ainsi le Nigérien dans leur misère et le Niger toujours en bas du classement mondial sur l'IDH.
Un constat qui amène certains acteurs de la scène politique à parler de redistribution des cartes en proposant même une nouvelle conférence nationale afin de tamiser les mots qui engloutissent le Niger et ses 17 millions d'habitants. Objectif, repartir sur de nouvelles bases pour qu'au moins un temps soit peu, le Niger et les Nigériens puissent souffler enfin. Mieux pour que le Niger puisse se hisser dans les rangs des pays émergents. Dans le cadre de la 23e édition de la tournée des membres des clubs des jeunes musulmans du Niger, l'association des clubs des jeunes musulmans du Niger a organisé ce matin au niveau du Centre national de transfusion sanguine une opération de don de sang. Le résumé de cette activité avec nos reporters Aboubakar Souley et Asmaou Seydou. Cette 23e édition de la tournée de solidarité islamique de l'association Club des jeunes musulmans du Niger est dédiée cette année aux dons bénévoles de sang au Centre national de transfusion sanguine. L'importance du don de sang n'est plus à démontrer. C'est un geste simple, un acte de citoyen, un acte humanitaire, un acte de solidarité envers son prochain. Leurs frères et sœurs du club réalisent ce geste simple de façon anonyme, volontaire, bénévole, sans aucune contrepartie financière ou matérielle, animés par la seule foi en Dieu et l'amour du prochain. Ils trouvent ici notre profonde gratitude et je me permets d'être le porte-parole de receveurs pour leur dire 1000 fois merci. Donc grâce à vous, ils ont survécu pour retrouver le sourire et une qualité de vie meilleure. Le club des jeunes musulmans a compris ce que représente un don de sang et son rôle capital dans les domaines de la santé. Nous remercions Allah qui nous a donné cette occasion de nous rencontrer pour une valeur de l'islam que la communauté tend à oublier. Le Coran nous a rapporté celui qui sauve une vie, il a sauvé une humanité. En donnant son sang, on sauve une vie. Nous invitons les musulmans et les musulmanes à faire don de leur sang. Quand vous sauvez une vie en islam, Allah vous donne la récompense de celui qui a sauvé toute l'humanité. Ce slogan va réveiller les consciences des musulmans et des musulmanes de notre pays et de la Oumma islamique. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministère de la Santé publique se réjouit de cette initiative. Votre initiative de ce matin revêt une importance capitale. En effet, elle cadre parfaitement avec les préoccupations des plus hautes autorités de notre pays, notre religion a de ce point de vue un rôle primordial à jouer. En effet, donner du sang, c'est sauver des vies. Or, la préservation de la vie fait partie des 5 objectifs fondamentaux de l'islam. Il s'agit là d'un don inestimable et d'un acte hautement charitable, car donner son sang revient à sauver une vie humaine. Enfin, un témoignage de satisfaction a été décerné au club des jeunes musulmans. La cérémonie a pris fin avec une visite guidée des locaux du centre de transfusion sanguine. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, le PGRCDU, va bientôt financer dans plusieurs localités de la région de Tillabéri des réalisations des travaux d'infrastructures et des caniveaux notamment. Une réunion a regroupé dans ce cadre les responsables du projet et les responsables au niveau de la région de Tillabéri. Je vous propose de suivre les précisions dans cet élément de nos confrères de la télévision Dounia. Ce sont au total 4 communes et 37 villages de la région de Tillabéri qui ont été concernés par l'étude. Les 4 communes, Kolo, Saï, Tira et Tillabéri, bénéficieront de caniveaux. 27 villages seront bénéficiaires de forages et les 10 villages restants seront dotés de puits cimentés.
La mise en œuvre du projet va coûter environ 1,6 milliard de francs CFA. Les résultats de l'étude sont consignés dans ce document de 61 pages. On y trouve les contraintes liées à la réalisation de cet important projet. Les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre sont appelés à passer à la loupe les résultats afin d'y apporter des amendements à travers cet atelier dit de validation. Le projet a pour objectif d'améliorer la résilience des populations nigériennes face aux risques naturels grâce à un certain nombre d'interventions liées à la maîtrise des inondations sur les sites cibles du projet et au renforcement des capacités du gouvernement à répondre rapidement et efficacement aux situations de crise et aux urgences. Dans la région de Tillabéri, à travers ces interventions multisectorielles, le projet a prévu plusieurs réalisations dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable des populations et l'assainissement en milieu urbain. Ces réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du programme de la renaissance de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, interviennent à un moment où les populations en ont grandement besoin. Les résultats qui seront issus de cet atelier de validation de l'étude sur la réalisation des infrastructures hydrauliques et d'assainissement conditionnent l'exécution de ces ouvrages qui contribueront sans nul doute à améliorer les conditions de vie des populations. Le projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain a pour mission d'aider les populations à faire face aux risques liés au changement climatique. Ainsi, dans la région de Tillabéri, plusieurs activités sont prévues au cours de l'année 2017. Il y a au moins la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles qui prend la moitié de ces 21 milliards. Il y a aussi des ouvrages de régulation des crues au niveau de la Sirba et de Goroubi. Il y a la construction de 5 casernes de sapeurs-pompiers réparties au niveau des 5 départements de la région de Tillabéri. Il y a la réhabilitation des bassins versants. Il y a également le traitement spécifique du Kori de Karma, parce que ça fait autour d'1 milliard. Il y a également la construction des études démarreront incessamment, mais les classes seront disponibles avant la rentrée, de 66 salles de classe pour la région de Tillabéri. Il y a également la construction des infrastructures sanitaires, notamment le CSI de Kanya, ça c'est dans le département de Filengue, et la construction du mur de clôture du centre de l'hôpital du district de Kolo. Une fois les résultats de l'étude validés, le projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain pourra débuter les travaux proprement dits. Et puis du sport pour refermer cette édition avec la conférence débat organisée ce matin par le Comité olympique et sportif national, le COSNI, une conférence qui avait pour thème le sport de haut niveau. Qu'est-ce que c'est qu'un sportif de haut niveau? Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Abdullah Razak Hamidou. Édifier plus d'un, donner plus de précisions sur la notion de sportif de haut niveau et de sport de haut niveau. Telles sont entre autres les raisons visées à travers ce séminaire organisé par le COSNI, Comité olympique sportif national du Niger, sur le thème le sport de haut niveau. Qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau? Un sportif de haut niveau, c'est celui-là qui a été désigné par une commission nationale composée de représentants du comité olympique, de représentants du ministère et qui se réunit sur proposition des fédérations sportives nationales et arrête une liste. Pour que vous soyez sportif de haut niveau, donc il faut que vous figuriez sur cette liste-là. Donc ça veut dire que vous avez eu auparavant à réaliser un certain nombre de performances qui sont reconnues sur le plan international. À ce moment-là, on peut vous considérer comme étant un sportif de haut niveau. Il y a 4 catégories. Vous avez la catégorie élite et la catégorie senior. La catégorie senior, c'est quand, par exemple, vous êtes appelé en équipe nationale pour prendre part à une compétition au niveau continental ou au niveau mondial. Il y a la catégorie élite. Vous pouvez prendre le cas de Alphaga aujourd'hui, qui est champion du monde. Il a gagné une compétition au niveau mondial. C'est un sportif de haut niveau qui est dans la catégorie élite. Et je l'ai dit, il y a la catégorie jeune. La catégorie jeune, c'est ceux-là qui, dans leur catégorie d'âge, réalisent également des performances au niveau continental ou mondial. Et la 4e catégorie, c'est la reconversion. Quand vous figurez
figurer sur la liste pendant un certain nombre d'années, c'est clair que la performance baisse avec l'âge et tout, et vous faites un projet de reconversion et en ce moment-là, on va vous soutenir pour que vous puissiez devenir ce que vous avez choisi d'être dans la vie. Étaient présents à cette conférence les fédérations sportives, les membres du comité olympique, les membres des commissions techniques permanentes, des athlètes et leurs encadreurs. C'était aussi l'occasion de poser plus de questions d'éclaircissement sur cette conférence qui a réjoui les organisateurs. Mais en termes de satisfaction, on est satisfait parce que l'essentiel pour nous, c'est d'amener les différents acteurs à être suffisamment imprégnés et sensibilisés sur ce qui les encadre en termes de texte, en termes de match. Aujourd'hui, nous avons parlé dans cet atelier de la commission qui devait être mise en place entre le comité olympique et le ministère pour définir les différents contours du sportif de haut niveau. Cette commission, qui est une application de la loi 98-14, donc qui découle du décret d'application, doit normalement être mise en place pour permettre à ce que les sportifs de haut niveau puissent bénéficier des avantages liés à leur statut. Le sport de haut niveau représente l'excellence sportive. Il est reconnu par différents textes législatifs et réglementaires et par la charte du sport de haut niveau qui consacre l'exemplarité du sportif de haut niveau. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.